Quand on parle d'Avignon, on parle des Juifs du Pape. Elle fait partie de 4 villes du Comtat vénécin, avec Cavaillon, Is-sur-la-Sorgue et Carpentras. Bonjour Bernard, enchanté de nous avoir accueillis ici à Avignon, dans une des communautés plus anciennes et plus importantes, au moins, c'est sûr, du sud de la France. Et donc, je suis curieux, je veux connaître un peu cette histoire. Qu'est-ce que tu peux me raconter? Alors, cette histoire donc, que je peux vous raconter, c'est que la communauté d'Avignon existe, on va dire, pratiquement depuis, même avant, on pense, avant la destruction du Second Temple. Donc, il y a une présence juive qui est avérée donc, ici, dans la Provence, vers Arles, vers Avignon, parce que les Romains donc, avaient des fournisseurs donc, qui étaient des marchands, et les marchands, c'était des marchands juifs donc, qui fournissaient et qui suivaient l'armée romaine. Donc, on peut dire que depuis cette époque-là, on a des juifs. Alors, constitués en communauté ou pas, on ne peut pas réellement savoir. Donc, on commence à avoir des traces avec certains documents donc, des évêques. Ici, la carrière d'Avignon est un peu particulière. Donc, quand on reste sur l'ancienne carrière, la première carrière qui se situait donc, sous le Palais des Papes, donc quand vous verrez, quand vous visiterez Avignon, donc le Palais des Papes, la grande esplanade du Palais des Papes, un petit peu en dessous, donc en descendant, vous avez la rue de la Vieille Juiverie. Donc, et ça s'appelle encore tout à fait, tout à fait. Donc, et c'était l'ancienne carrière. C'était l'ancien quartier. Pas encore une carrière, mais c'était l'ancien quartier. Donc, à partir du début du XIIIe siècle, donc, on nous demande, enfin, il y a une obligation qui est faite par le pape et par les évêques, donc, de déplacer les Juifs donc, de cette carrière ancienne vers cette nouvelle carrière, donc, la Judéa donc avignonnaise, donc qui sera rattachée donc à l'église de Saint-Pierre, enfin donc à la cathédrale à Saint-Pierre, qui se trouve juste à côté, donc à place Saint-Pierre. Et donc dans ce quartier viennent s'installer les Juifs. Donc, alors cette carrière, elle a une particularité, c'est qu'à partir du moment où elle a été créée, toutes les carrières avaient traditionnellement 2 entrées, et celle-là va en avoir 3. La carrière avec ses 3 portes me rappelle le ghetto de Venise, où il y avait aussi 3 entrées. On peut changer les noms, mais le concept est le même. Enfermer les Juifs pour les contrôler. Cette synagogue donc qu'on rencontre aujourd'hui, c'est une synagogue, donc celle-ci, donc celle que vous voyez aujourd'hui, donc cette synagogue-là, c'est une synagogue qui a été reconstruite par la ville suite à l'incendie de l'ancienne synagogue en 1845. L'incendie a eu lieu donc puisque les femmes étant montées à l'étage, le sous-sol étant toujours disponible, le sous-sol avait été loué à un marchand, donc, et le feu a pris dans le sous-sol, il a embrasé tout l'immeuble, et toute la synagogue a pris feu. Donc, suite à ça, donc, la ville a pris à sa charge donc, la reconstruction de cette synagogue, donc, qui est un peu unique, puisque nous avons une synagogue ronde, donc qui s'inscrit. Voilà, justement. Alors, nous avons une synagogue qui est ronde et qui s'inscrit dans un rectangle. Et on sait plus ou moins combien, à l'époque, le noyau juif, combien de personnes il y avait? Alors, Avignon n'a jamais été une très très grosse communauté. On a atteint 200, 300 personnes à peu près. La grosse communauté donc, du Comtat vénécin, c'était Carpentras. Carpentras, c'est la grosse communauté. La grosse communauté. C'est la grosse communauté. D'accord. Il y a une date importante à retenir, c'est l'année 1634, où les Juifs qui résidaient un petit peu partout dans le Comtat vénécin sont obligés de se regrouper sur les 4 carrières donc, que sont Avignon, Carpentras, Cavaillon et Is-sur-la-Sorgue. Donc c'est pas un ghetto, mais en vérité, ils doivent vivre quand même là. Oui, alors on va restreindre leurs droits, parce qu'à partir de cette époque-là aussi, on va les empêcher de faire... Initialement, ils pouvaient être médecins, ils pouvaient être avocats, ils pouvaient être... Et là, on va les obliger donc, à ne pratiquer que certains métiers. Quoi. On va vraiment... La restriction, c'est vraiment 1634, donc début du XVIIe siècle. Ah, ça, c'était le quartier comme c'était avant? Ça, c'est le quartier avant 1845. Donc on voit bien la rue Jérusalem, qui est la rue Jacob. Là, on est donc à côté, pas loin de la synagogue. Voilà, on est dans une des rues qui est encore existante de l'ancienne carrière. Donc on a quelques vestiges d'immeubles qui sont très très hauts, parce que c'est la caractéristique de la carrière. Des immeubles qui font souvent plus de 2 voire 3 étages. Donc là, on voit qu'on a 4 étages. Donc on ne pouvait pas construire donc, en largeur, donc on construisait en hauteur.
C'est la caractéristique de tous les quartiers juifs que j'ai visités. On peut dire que grâce à nous est né le concept de gratte-ciel ou building. Et même ici à Avignon, les Juifs habitaient en plein centre-ville. Et même l'ancien cimetière était situé au cœur de la carrière à Place Pignotte. Dès 1791, le cimetière ne pouvait plus être en ville. Et depuis, il se trouve hors mur. Le pape d'Avignon, Clément V, n'interdit pas le judaïsme. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de Juifs de Provence s'installent dans le Comtat vénécin. Et ils deviennent les Juifs du pape. À la création de la carrière, la vie devient plus compliquée. Si d'un côté, ils étaient protégés, de l'autre, la vie était très difficile. Le taux de natalité était très élevé. Donc, il manque de logements, il n'y a aucun système d'évacuation des œufs et des ordures. Et pourtant, dans ce petit monde, va se constituer une organisation inimaginable. Depuis, les Juifs sont présents à Avignon. Et je vais rencontrer le rabbin pour connaître la vie communautaire d'aujourd'hui. Bonjour Rav Levin. Bonjour. Je suis très content vraiment d'être ici à Avignon dans votre synagogue magnifique, unique dans son genre, parce que ronde comme ça, etc. Mais ça m'intéresse surtout parler de la vie juive à Avignon. Donc, d'abord, il y a eu des grands rabbins qui sont passés ici dans l'histoire, et après vous me dites quelque chose sur le présent, parce que je veux parler de la vie quotidienne aujourd'hui. Bien entendu. Alors, il y a des grands rabbins qui étaient présents ici, des rabbins qui ont habité ici durant les années. On a plusieurs rabbins, mes prédécesseurs, qui étaient là. On a aussi des rabbins qui n'habitaient pas ici sur Avignon, car aujourd'hui, malheureusement, sur Avignon, on n'a plus grand-chose. On n'a pas d'école juive, pas de kasher, on n'a pas de mikvé. Donc, les rabbins souvent habitaient dans des grandes villes autour, comme Marseille, comme Montpellier, comme Lyon, et puis faisaient des va-et-vient pour les Shabbats. La communauté aujourd'hui... Alors, c'est compliqué de définir Avignon, parce qu'en vérité, les Juifs n'habitent plus dans le centre-ville, comme à l'époque. Il n'y a plus de ghetto aujourd'hui. Et les Juifs habitent dans les petits villages, on va appeler ça des petites villes autour d'Avignon, et puis au-delà. Aujourd'hui, la communauté, on est en relation avec à peu près 400 foyers. 400 foyers inscrits. Pas mal. C'est pas mal, bien sûr. C'est une grande communauté inscrite dans le registre communautaire où on a des bonnes relations, on envoie tout le temps des mails, on les invite pour les fêtes communautaires. On a ici une vie juive active, autour des fêtes, autour des Shabbats. Avec les enfants, on a un Talmud Torah un Talmud Torah dimanche qu'on a développé depuis notre venue ici, qui existait avant nous, mais qu'on a développé aujourd'hui. Il y a à peu près autour de 20 enfants. Et les enfants sont encadrés toute l'année avec des activités sur les fêtes, sur la tradition. On apprend l'hébreu avec les enfants et pas mal d'activités autour de la communauté. Il y a un phénomène intéressant que j'ai entendu moi-même des anciens de Carpentras. Il y a une prière qui est récitée tous les Shabbats à l'ouverture de l'Arche. Cette prière s'appelle Brir Shemé. C'est une prière qu'on l'a fait dans le monde entier. Elle provient de la Kabbale, elle est en araméen. Mais cette prière, elle a un attachement très spécial avec les Juifs du Vaucluse. Et pourquoi? Selon l'histoire, telle que les anciens m'ont raconté, à Carpentras, l'évêque, donc l'autorité chrétienne, s'est opposée à cette prière dans la communauté. Et pourquoi donc? Parce que dans cette prière, une des phrases qui est mentionnée, c'est, on parle du fait que le juif fait confiance à Dieu, etc. Et il ne fait pas confiance aux humains, et notamment pas confiance aussi aux anges. Mais l'expression qui est rapportée dans le texte, c'est les enfants de Dieu. Or pour les chrétiens, les enfants de Dieu, ça a un autre sens. Donc du coup, c'était un mépris envers, entre guillemets, les personnes qui représentaient leur religion. Donc c'est pour ça que le christianisme s'est opposé que dans les communautés juives du Vaucluse, on récite cette prière pendant l'ouverture de l'Arche. Pendant des années, peut-être même des dizaines, des centaines d'années peut-être, cette prière a été supprimée sous l'autorité papale, a été supprimée des communautés jusqu'à le moment où, doucement, l'autorité s'est retirée et on a pu réinstaurer cette prière comme dans toutes les communautés juives du monde entier. Là, tu sors un objet qui est sacré, très important et très ancien. Très ancien. Alors, on n'a pas vraiment de date exacte. On ne sait pas de quand il date. Une des choses qui peut nous prouver aussi que c'est un Sefer Torah qui n'est pas récent, c'est le fait qu'on a ici des phénomènes qui n'existent plus aujourd'hui dans nos Sefer Torah. Un exemple, un mot qui apparaît entre deux lignes. Aujourd'hui, avec les systèmes qu'on a de correction, on peut facilement éplucher un peu le Sefer Torah et réécrire la ligne. Or, à l'époque,
le matériel était moins important et on n'avait pas, le système au point comme on l'a aujourd'hui. Donc du coup, on devait alterner des solutions qui existent dans la halakha, mais qu'aujourd'hui, on n'en fait plus usage. Ils m'ont donné pour quelques secondes un trésor d'Avignon, un Sefer Torah de presque 200 ans et même plus. Donc, c'est un cadeau, un grand cadeau, de le pouvoir tenir dans les mains. Je quitte Avignon et je me dirige vers les autres villes du Comtat vénécent. Cavaillon est une des 4 villes du Comtat vénécent. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de vestiges et on peut vraiment se plonger dans le passé, dans la communauté de cette carrière juive. Une guide exceptionnelle m'attend à la synagogue, Lucie Tourneux. Alors là, on se trouve à Cavaillon. Donc il y a eu une histoire juive très importante et une synagogue très importante et très belle. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? Alors c'est une petite synagogue toute petite, mais qui a une très longue histoire puisqu'elle est datée du XVe siècle. Elle a été construite sur une maison déjà préexistante. En fait, la communauté de Cavaillon s'est formée par un petit regroupement de familles entre le XIe et le XIIe siècle dans ce petit quartier, dans cette petite rue. Ils ont à l'origine juste quelques maisons, une pièce dans une de ces maisons pour faire les prières et l'école. Et seulement à la fin du XVe siècle, ils aménagent la synagogue dans ce bâtiment ici. Et donc à ce moment-là, avec de petits moyens, c'est une petite communauté qui a peu de moyens. Et puis, il faut attendre les siècles, le XVIIIe siècle plus précisément, pour qu'ils aient à la fois besoin, mais à la fois les moyens de créer quelque chose d'un peu plus important. Donc ils vont partiellement reconstruire la synagogue, particulièrement la salle principale où on est. Ils vont faire de grands travaux, ça va leur coûter très cher, mais ils vont faire quelque chose qui est très typique du moment. Et c'est une petite synagogue qui, malgré tout, a été compliquée à aménager, puisqu'elle a été construite au moment où la communauté est d'environ 50 personnes. Arrivés au XVIIIe siècle, ils sont à peu près 200. Ah, pas mal. C'est pas si grand, 200. Oui. Mais ils avaient l'obligation de vivre dans ce qu'on appelle ici une carrerone, une rue. Donc mais c'était déjà un ghetto ou... C'est le principe d'un ghetto, mais dans une rue. Ah d'accord. Mais il y avait les portails qui fermaient? Il y avait une porte qu'on fermait tous les soirs et qu'on ouvrait tous les matins. Et vu la densité de l'habitat dans cette rue au XVIIIe siècle, pour ces 200 personnes, eh bien la synagogue n'a pas pu être élargie telle qu'il aurait fallu. Donc ils ont aménagé les choses comme ils ont pu. Ils ont fait autrement. En fait, ils se sont réorganisés eux-mêmes à l'intérieur plutôt que de modifier le bâtiment. Donc au lieu d'avoir les femmes sur la tribune à l'arrière, les hommes dans la pièce principale et les officiants un peu devant, ici on a les officiants sur la tribune à l'arrière, les hommes dans la salle principale et les femmes dans la salle en dessous. Il y a aussi des objets qui sont restés de l'époque Alors on a une collection judéo-comtadine qui commence à être assez importante. On va dire qu'il y a trois groupes dans ces objets. On a un premier groupe, ce sont des objets trouvés dans la synagogue. Le deuxième groupe, ce sont des objets donnés par les familles et certaines nous en donnent encore de temps en temps aujourd'hui. Et le dernier groupe, ce sont des objets que la ville acquiert, en fait, fait des acquisitions. Quelquefois, dans des salles des ventes, on voit passer des objets qui ont une origine ou un lien avec des familles de Cavaillon ou du Comtat vénécent et on essaye de les ramener ici. Donc à l'époque des Juifs des papes, donc dans cette époque-là, quel rapport il y avait entre on peut dire, la communauté juive et l'extérieur? Alors, l'animosité, selon les époques, était assez courante, on va dire, puisqu'il y a eu des moments, par exemple au moment des pestes, au moment des épidémies, où la faute était souvent rejetée sur les Juifs. Donc, il y a eu quelques petits conflits, on va dire, petits soucis entre les deux communautés. Disons que globalement, ce que voulaient les papes, c'est que les communautés puissent cohabiter, qu'il n'y ait pas de conflit ouvert entre les deux communautés, que ça ne soit pas violent. Malgré tout, il ne fallait pas être trop proche. Donc il n'y avait pas de mixité, notamment dans les mariages. Les amitiés un peu trop fraternelles étaient quand même très surveillées. Malgré tout, il fallait qu'ils vivent ensemble, qu'ils commercent ensemble. Tu m'as parlé aussi d'un objet unique. Oui,
Alors c'est la lampe d'Orgon, elle s'appelle, puisque c'est une petite lampe à huile qui a été trouvée dans le village d'Orgon, à quelques kilomètres au sud de Cavaillon. Et en fait, cette petite lampe à huile, elle est extrêmement importante puisque c'est une lampe de fabrication italienne qui a été trouvée dans les fouilles d'une petite cabane gallo-romaine. Mais surtout, en fait, elle a sur son médaillon central représenté une double menorah. Et c'est une lampe qui a été datée du 1er siècle avant Jésus-Christ. Chaque objet est un trésor, un témoignage de vie. Là, on est dans c'est le sous-sol de la synagogue ou c'est un autre... Alors c'est la deuxième pièce de la synagogue, Okay. donc c'est la pièce qui se trouve en dessous de la salle où nous étions tout à l'heure, 18e. Là, c'est une salle qui a été très peu modifiée depuis le 18e siècle, puisque c'est une salle dans laquelle il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de cérémonie, etc. C'est pas la salle d'apparat, donc c'est la salle là-haut en fait, qui a été redécorée. Cette salle-là, elle est quasiment telle qu'elle était depuis le 15e siècle, donc depuis l'origine. C'est une salle dans laquelle les femmes et les enfants se rassemblaient au moment des prières. Elles entendaient ce qui se passait à travers le plancher. Okay. Et c'est une salle aussi dans laquelle elles venaient préparer les parasim, la matzah, donc avec un très grand four, et en face une plaque en marbre qu'elles utilisaient pour faire la pâte. Elles avaient une arrivée d'eau dans la salle également, donc elles pouvaient préparer leur pain. Et il y a aussi un mikvé, mais pas accessible. Alors c'est ça, en fait on a un mikvé qui est très important puisqu'il fait partie des plus vieux d'Europe, il est daté du XIIe siècle. Malheureusement il ne se trouve pas dans la synagogue puisque en fait quand la communauté s'est créée, le mikvé a été créé sous une maison et la synagogue dans une autre maison. Donc ça n'est pas au même endroit. Et ce mikvé il se trouve actuellement dans une propriété privée, donc on ne peut pas y accéder. Il a été malgré tout classé au monument historique. Donc c'est protégé. Il est protégé, il ne peut pas disparaître, il ne peut pas être détruit. Quel patrimoine, quelle chance de pouvoir le découvrir. Et surtout, merci à Odile Chouraki et à toutes les personnes qui font un travail précieux et indispensable pour la mémoire des Juifs et aussi de la France. Ciao François, enchanté. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à Isle-sur-Sorgue. L'Isle-sur-la-Sorgue. Sur la Sorgue, un village que je ne connaissais pas du tout. C'est très important pour l'histoire des Juifs du Pape, non? Ça fait partie de... Et donc, qu'est-ce que tu peux me raconter? Déjà, c'est pas un village, c'est une ville. C'est une ville de 20 000 habitants aujourd'hui. Mais dès le Moyen-Âge, c'est une ville assez importante. C'est une ville de constitution assez récente. Elle a été créée autour de l'an 1000, enfin au XIe siècle. Et elle a pris sa dimension à peu près en une centaine d'années. C'est une ville qui s'est développée très rapidement grâce à la maîtrise de l'énergie hydraulique. C'est une île, évidemment, il y a des bras de la rivière qui ont permis le fonctionnement d'ateliers, de moulins, grâce à vraiment cette maîtrise de l'énergie hydraulique. C'est une ville prospère au Moyen-Âge, et on sait que la communauté juive est là depuis au moins le milieu du XIIIe siècle. Wow, donc, énorme. Et puis des traces de cette communauté juive, on en a encore un certain nombre. Pourquoi? Parce que on a un quartier de la Jurrie, on a un cimetière juif, et puis notre travail maintenant consiste à essayer de révéler ce patrimoine, cette histoire qu'on pourrait qualifier de millénaire de la communauté juive ici, et de trouver des solutions pour mettre en place nos projets qui sont des projets vraiment de conservation, de restauration et de mise en valeur. Et la première présence juive est à quelle période, on sait à peu près? Ici, à l'Isle-sur-la-Sorgue, c'est milieu du XIIIe siècle. Lors d'une enquête des biens d'Alphonse de Poitiers, qui est le successeur du comte de Toulouse. Là, on se trouve dans le centre de la carrière, on peut dire, de le quartier juif. Oui, à peu près. Mais il faut avoir à l'esprit que ce quartier a considérablement changé depuis 200 ans. Depuis un peu plus de 200 ans, depuis l'émancipation. Pourquoi? Parce que progressivement, les immeubles qui constituaient la carrière ont été détruits. En fait, aujourd'hui, on voit un quartier qui est vraiment très déstructuré d'un point de vue urbanistique et même architectural.
Parce qu'à l'origine, la place centrale était vraiment ici, un peu à l'écart, alors que l'endroit dans lequel nous nous trouvons était construit. Donc des immeubles qui progressivement ont disparu parce qu'ils tombaient en ruine, parce qu'ils n'étaient pas forcément de bonne facture. Donc aujourd'hui, maintenant, il faut essayer de comprendre ce que pouvait être, grâce au texte et grâce à l'archéologie, ce quartier juif. C'est notre travail premier qui jette un peu les bases d'une mise en valeur complète de ce quartier qu'on envisage progressivement, mais déjà par étapes, avec un travail de fond sur 2 immeubles qui sont conservés, c'est-à-dire l'immeuble Beaucaire, qu'on va aller voir, et puis l'immeuble Carcassonne qui jouxtait l'ancienne synagogue. Malheureusement, nous avons perdu notre synagogue parce qu'elle a été détruite en 1856. Elle était en ruine depuis une cinquantaine d'années, après la Révolution, et la communauté juive n'était plus suffisamment structurée pour entretenir cette synagogue. Elle était définitivement rasée en 1856. Et grâce aujourd'hui à notre travail, de l'Île-sur-Sorgue, la direction du patrimoine, on a exhumé ces vestiges de cette synagogue. On a cette chance de pouvoir redécouvrir un lieu de culte juif dont la datation est assurée entre le XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Je suis particulièrement content d'avoir connu cette ville. D'abord, pour comme ils nous ont accueillis. Et deuxièmement, parce que c'est très rare et donc très intéressant de voir un projet de restauration si particulier. On est habitué à voir des synagogues, des cimetières, des musées. Ici, le projet est encore plus ambitieux. Reconstituer l'entier quartier juif. On aura la possibilité de rentrer dans une maison juive ancienne et donc se plonger dans la vie de tous les jours. Là, on se trouve dans une maison très importante, non? C'est une redécouverte et on peut dire... Oui, c'est qu'on est au fond d'une impasse, donc qui permet vraiment de comprendre ce qu'étaient des immeubles juifs du XVIIIe siècle. Alors ici, on est face à l'immeuble Beaucaire, qui est le nom d'une famille assez importante de la Carrière, qui a construit cet immeuble au milieu du XVIIIe siècle. C'est un immeuble qui, à un moment, vers 1780 par exemple, comportait 25 logements. C'est-à-dire des logements pour cette famille qui était assez aisée, mais aussi pour d'autres membres moins influents de la communauté. Alors, aujourd'hui, cet immeuble est très dégradé, mais on a fait un travail de fond pour essayer de le comprendre, donc études archéologiques, architecturales, historiques, et on l'a fait protéger au titre des monuments historiques. La mairie, notre ville, a acheté une partie de cet immeuble pour pouvoir justement sauver l'escalier qui est derrière, qu'on va aller visiter. Et on développe un vrai projet de restauration qui devrait commencer à la fin de l'année prochaine. Et donc à la fin de cette année, pardon. On aura la possibilité bientôt, j'ai dit. Oui, alors. Mais vraiment de revivre comme dans. Alors, c'est ça qui m'a vraiment marqué la première fois que je suis rentré dans cet escalier. Il est très dégradé, certes, mais j'avais l'impression de voir la vie dans un ghetto au XVIIIe siècle. Parce que sur tous les paliers de l'escalier, on voit des portes qui sont aujourd'hui bouchées, parce que l'immeuble a été découpé en plusieurs parcelles. Et on a l'impression de voir les grands-mères qui grondent les enfants, etc. C'est assez émouvant. Dans la vie quotidienne. Exactement. J'aime ça, en fait. Donc voilà, le but du jeu, c'était vraiment de le sauver, l'étudier, le sauver. Et maintenant, on a un vrai projet pour le restaurer. C'est bien parce que c'est complet, parce qu'on a toujours, c'est important, le Beth Knesset, donc la synagogue, le cimetière, qui sont les aspects religieux importants, parce que, bon, c'est on peut dire le tampon de la communauté. Mais rentrer dans la vie quotidienne, je trouve que c'est vraiment un travail, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup, hein. Non, c'est une thématique qui a été très peu abordée. Ici, on a des très belles synagogues, donc quand à Venessin, mais sur les immeubles juifs, pour pouvoir en parler, il n'y a pas vraiment d'études, il n'y a pas de travail de fond qui a été réalisé. Ciao Émilie. Bonjour. Alors là, tu me parles de la synagogue d'Île-sur-la-Sorgue. Voilà, je suis archéologue à la direction du patrimoine et on a eu l'opportunité, il y a maintenant 3 ans, de fouiller une partie du complexe synagogal de la communauté de l'Île-sur-la-Sorgue. C'est un projet très important, la restauration de la synagogue, oui, non? tout à fait. Alors bien évidemment, la synagogue, c'est le lieu emblématique de la vie de la communauté. Malheureusement, l'Île-sur-la-Sorgue, elle a été détruite en 1856. Malgré tout, on a quand même des structures très intéressantes que nous voulons mettre en évidence et
que nous voulons montrer au plus grand nombre. Voilà. Donc on a fait une première opération archéologique en 2020 et une seconde opération archéologique en 2022. Voilà. Et tout ça, tous les résultats que nous avons pu obtenir vont alimenter un projet d'envergure de mise en valeur de ces vestiges juifs. Alors là, on se trouve dans l'ancienne synagogue. Tout à fait. Alors on est dans un site absolument exceptionnel pour nous, puisqu'on est dans la synagogue du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la dernière synagogue qui a fonctionné dans la carrière de l'île Solasog. Alors plus précisément, on se trouve dans les annexes de la synagogue, puisqu'on sait que dans les synagogues comtadines, on avait la salle où on pratiquait le culte et où il y avait la Torah, mais il y avait aussi tout un tas d'espaces qui étaient associés à cette synagogue, où on faisait des salles de réunion, on faisait l'école pour les enfants, et en particulier, il y avait systématiquement associé une boulangerie pour la cuisson du pain azima. Et là, vous savez un peu la disposition de la synagogue comme était? Tout à fait. Alors ici, on se trouve non pas dans la synagogue, mais dans les annexes de la synagogue. Et vous voyez cette énorme structure circulaire, c'est le fameux four de la boulangerie de la synagogue. Ah, c'est bien. Et la synagogue, donc, était plutôt... Alors, la synagogue se trouve plutôt sur l'emplacement de l'actuelle place de la synagogue. Alors, on va aller voir maintenant un site un petit peu caché, un petit peu secret. Voilà, il y a très peu de monde qui peut y accéder, puisque c'est un site qui est privé. C'est que juste derrière nous et derrière la vieille remise sur laquelle se trouve la synagogue, il y a un second immeuble juif qui est encore intégralement conservé. Cet immeuble, dans son dernier état, est à 18e, qui est un immeuble qui appartenait à la juiverie, à la communauté. Voilà. Et on l'appelle l'immeuble Carcassonne. Quelle passion et quel amour pour mettre en valeur le patrimoine et l'identité d'une ville et ses habitants. N'importe l'appartenance. Quand je rencontre des personnes pareilles, ils me donnent la force et le désir de continuer mon voyage et de le partager avec vous, avec mes émotions. Bonjour Florence, et là on est toujours dans la même ville, à Île-sur-la-Sorgue, et on est dans un endroit que j'aime particulièrement, parce que le cimetière pour moi c'est la mémoire d'une communauté. Déjà on sait que ce cimetière, il existait ici au moins depuis le XVe siècle. Et là on se trouve devant une tombe très importante, d'un personnage important de la ville. Oui, c'est en fait le carré d'une famille, la famille Abraham, contracté Abraham, avec bien là les tombes encore visibles du père et du fils qui sont du 19e siècle. Et le père a été le premier conseiller municipal de confession juive de la ville de Lille, et son fils a été maire en 1870. Donc c'est une famille qui était déjà présente à Lille avant la Révolution, à l'époque des Juifs du Pape. Donc c'est une famille très importante et très représentative de la communauté de Lille. Il y avait 4 familles présentes à Lille. Au 19e, on retrouve 4 noms de familles. Alors après, il y avait des cousins, etc. Mais 4 familles, les Crémieux, les Carcassonne, les Créanges et les Abraham. Et ils ont chacun un carré qui était entouré d'une grille en fer forgé et qui matérialise l'ensemble de leur tombe. 4 familles. Quand je pense à ça, apparemment c'est rien. Mais au contraire, de leur nom, on peut remonter aux racines de la communauté. C'est pour cette raison que le travail de récupération est très important. Et même pour le cimetière, il y a un projet en cours. Ça c'est la partie plus ancienne du cimetière. Oui, la partie la plus ancienne. Et dans le projet, non? Dans le projet oui, tout à fait. Mais le projet ici est très simple. Vraiment, c'est finaliser le mail de platane, les alignements de platane, et puis supprimer toutes les clôtures métalliques et mettre des haies arbustives, des petits arbres, tu vois, pour donner un cadre vraiment harmonieux à tout cela. Harmonieux, c'est le mot juste. La dernière ville que je vais visiter en Provence, c'est Carpentras, la ville où il y avait la communauté juive la plus nombreuse du comtat vénécent. Ça fait longtemps que beaucoup de copains me disaient « Allez, tu dois aller à Carpentras, c'est pas possible. Tu dois aller à connaître cette communauté, cette vie et surtout la synagogue, que c'est un vrai chef d'œuvre. » Voilà, j'y suis.
Bonjour Meir, merci de m'avoir accueilli ici dans cette synagogue, c'est vraiment magnifique de Carpentras. Déjà, on commence par les escaliers. Il y a une particularité que tu m'as expliqué, c'est magnifique. Alors, d'abord, tu es le bienvenu et tu auras un immense plaisir de venir nous voir. Cet escalier, il a été fait en fin 1800, début 1900, mais à cet endroit-là, les mosaïques datent de 1700. 1700-1800 plutôt. Et volontairement, l'artisan a posé le carrelage déformé de côté, à l'envers, comme tu veux. C'est ça. De manière à ce que ça rappelle l'obligation faite dans le judaïsme où l'idéal et le parfait n'existent pas. Il n'est donné qu'à l'Éternel. Et là, on est dans la synagogue. Bon, je reste bouche bée, comme on dit en français, mais raconte-moi un peu l'histoire de la communauté de Carpentras, sa synagogue. Qu'est-ce qu'on peut raconter? Et déjà, tu as vu que c'est une synagogue exceptionnelle. Tu sais, dans cette synagogue, tu as le lieu de vie et le lieu de culte. Et ça, c'est exceptionnel en Europe, tout entière. Tu ne trouveras jamais une synagogue où tu as le lieu de culte et le lieu de vie. En bas, tu as remarqué, tu as les 2 boulangeries, tu as les 2 mikvaot. Donc, tu as les boulangeries, les mikvaot, tu as la yeshiva. Et ce qu'il y a eu d'extraordinaire, c'est que cette synagogue, elle était au milieu de la rue de la Muse à Carpentras, qui a été le premier ghetto de France. Le premier ghetto de France, il est 100 années postérieur au ghetto de Venise. Le ghetto de Venise était vers 1512, 1516, d'accord? Et nous, c'est 110 ans après. Parce que la papauté a exigé, justement pour copier Venise, le ghetto de Venise, on a créé des carrières. Donc on voit la différence entre le gris, exactement, le carrelage gris, et le carrelage clair, parce que le carrelage gris, on voulu le remettre parce qu'il représentait la limite du ghetto. Exactement, c'était pour matérialiser la rue des Juifs. Pour copier Venise, la papauté a donné ordre dans le comtat vénétien, à ce que les Juifs soient dans une rue fermée. Ça s'appelle la carrière en provençal, le ghetto à Venise. Parce que tu as la particularité des Juifs du comtat vénétien, c'est que la papauté a eu ses terres offertes par les rois de France en l'an 1200 et des poussières. Et le comtat vénétien, le comtat vénétien avec le pouvoir de la papauté a duré plus de 5 siècles. Énorme. Donc, quand tu as eu les Juifs qui ont quitté, après l'expulsion de Philippe le Bel, ils ont été expulsés, beaucoup sont venus dans le comtat vénétien, Avignon, Carpentras, Lys-sur-la-Sorgue et Cavaillon. Les 4 villes, alors les 4 villes qui étaient jumelées avec les 4 villes saintes. Jérusalem, Sfad, Évron et la 4e, ça va me revenir. Nous, on est jumelés avec Sfad. L'architecture de cette synagogue, c'est un peu... Il y a un mélange d'un peu de tout. Tu as devant le Echal, que je vais te montrer tout à l'heure, devant le Echal, tu as tout ce qui est en trompe-l'œil. On pense que c'est du marbre et c'est du bois. Non. Incroyable. Par contre, tu feras bien attention, les tables de la loi, les 10 commandements sont gravés dans le marbre. Ça, c'est du marbre noir. Mais tu vois ça... C'est du bois. C'est du bois. Et tu as vu comme ça a été magnifiquement. Alors, tu as le style rococo. Tu as le style rococo. Tu as les ferronneries italiennes. Tu as un style Louis XVI. Et tu as une particularité extraordinaire, c'est que la synagogue avant, elle était plus haute de 4,50 m. Parce que cette synagogue, comme la communauté juive représentait presque 20% de la population de population de Carpentras. Donc cette synagogue, au regard de la multiplication, c'est qu'ils ont demandé et ils ont eu l'autorisation d'agrandir la synagogue.
Donc la synagogue que tu as vue en bas, qui date du Moyen-Âge jusqu'en 1740, et à partir de 1720 à 1740, il y a eu 20 années de travaux, et ils ont créé cette salle de culte qui n'a pas bougé. Depuis 1740, ça n'a absolument pas bougé. La seule chose, on a restauré les plafonds. Et on les a gardés bien sûr à l'identique. Et la particularité, c'est que tu vois un ciel étoilé. On se demande qu'est-ce que vient faire un ciel étoilé avec du vert, du rouge. Ils ont été obligés de rabaisser de 4,50 m la hauteur de la synagogue parce qu'il ne fallait pas qu'elle dépasse la plus petite église qui était autour de la synagogue. Il y avait 8 églises autour de la synagogue. Je ne parle pas de la cathédrale. Il y avait 8 églises et donc la plus petite église, il ne fallait pas que la synagogue dépasse cette hauteur. Donc on les a obligés à rabaisser la synagogue. Et dans notre judaïsme et dans notre philosophie, on n'aime pas tout ce qui est argument, comment dire, dispute, inutile. Les rabbinim ont dit, il y a le ciel pour nous, la prière elle va monter jusqu'en haut, donc ce n'est pas un problème qu'elle soit petite, haute, c'est pas un problème de hauteur. Un travail très minutieux, d'une beauté unique. À l'intérieur, il y a un Sefer Torah qui date 1690. Et en tout, il y en a 28 qui datent du 1690 au 1950. Il y a aussi d'autres objets très précieux. Cette Hanoukia, déjà, t'as vu comment elle fait plus de 25-30 kilos, facile, 20-25 kilos. Cette Hanoukia, elle date de 1540. 1540? Oui. Et on a sur les 3 cartouches, les 3 familles de donateurs. Voilà. Et c'est une Hanoukia. Et donc, j'imagine que c'est encore utilisé pour Hanoukia. Pour Hanouka, on l'allume toujours. On la met en face au centre de la synagogue et on l'allume toujours. C'est un moment très exceptionnel et c'est un moment très... Il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent. En général, tous les grands rabbinim venaient se déplacer à Carpentras parce que c'était un haut lieu du culte. Là, on se retrouve dans la yeshiva. C'était la yeshiva de la synagogue de Carpentras, la yeshiva qui était très, très, très fameuse avec celle de Vauvergue. Vauvergue, c'est le nom actuel, mais c'est la communauté de Posquières, dans le Gard. À Posquières, dans le Gard, il y avait beaucoup de talmudistes. Visiter cette synagogue me donne l'impression de visiter un quartier juif entier. Une maison, une boulangerie. Je suis plongé complètement dans la vie juive dans un seul lieu. Il y a même les portes originales de la première synagogue. La poutre originale de 1600 brûlée quand il y a eu l'incendie dans le ghetto. Le poutre date de l'origine de la synagogue. On trouve aussi la salle des études, le mikvé. Ici, il ne manque rien. Ça, c'est le mikvé qui date du XVIIIe siècle. Il a été construit pour pouvoir avoir de l'eau chaude. Un vrai labyrinthe. On se perd dans les chambres. Une ville et une vie souterraine. Je laisse le passé derrière moi. Je remonte l'escalier pour savoir comment vivent les Juifs aujourd'hui à Carpentras. La communauté représente à peu près, dans tout le comtat, à Carpentras ou Orange, une centaine de familles. Ce n'est que grâce à l'entrée des visites que nous arrivons à maintenir ce lieu de culte.
Donc, parce que ça représente une somme très importante. En tant que monument historique, il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. C'est une synagogue qui a toujours été vivante. On enlève la période de la Shoah. Ouais. C'est une synagogue qui a quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a jamais été un musée. Cette synagogue a eu toujours une vie cultuelle intense. Et notre, comment s'appelle-t-il, notre grand sage, le Chida. Le Chida est venu ici, il a séjourné ici pendant quelques mois, et nous avons des manuscrits de sa main, enfin plutôt des manuscrits où il a annoté de sa main des commentaires sur sa visite à Carpentras. C'est une communauté qui vit grâce au bénévolat. Personne ne touche un euro. Il y a 4 personnes au secrétariat, du lundi à vendredi. 14 guides bénévoles qui assurent 2 visites par jour. Voilà, ça c'est un bon exemple de comment on peut faire vivre une communauté. À bientôt. Alors, on parle de Carpentras. Alors, pas obligatoirement que Carpentras. On commence. Oui, parce que ça marche pour... Meir. Non, le nom. Meir. Non, prénom. Meir. Ah, Meir. Qu'est-ce qu'on dit alors là Alors, on va s'approcher déjà du panneau. On va se répartir un peu le travail avec Émilie. Et donc, je ne te... non, lâche.